Il va Donc, jamais sur l'interview. nous allons, euh, nous allons mettre un peu de volume ici. Donc, comme vous le savez, nous avons notre show de ce soir. Nous avons Maître Amédée Ganga qui est dans les plateaux avec nous. Nous allons parler nous allons parler de l'affaire Marengwabi pour ceux qui ont suivi les extraits, les publicités qu'il y a eu, que nous avons eu à faire. Donc, mais est-il que l'invité du jour ce soir, dimanche, donc, beaucoup ont entendu parler de Maître Amédée, hein. Les jeunes aussi ont entendu parler de lui, mais beaucoup ne savent pas en réalité. Je vais juste un peu baisser le micro ici. Voilà. Beaucoup ne savent pas qui il est. Mais avant d'y arriver, nous allons projeter un documentaire sur le Congo. Pour les jeunes qui sont nés avant, après, qui ne connaissent pas un peu l'histoire du Congo, parce que beaucoup de gens parlent, hein, ils disent que voilà, c'est la dictature chez nous, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas vraiment l'historique des choses, comment ça se passe. D'autres parlent pour le Congo. Ah ouais, ça soit né, ça soit arrivé avant que je sois né, mais ils connaissent pas vraiment parce que le Congo n'a pas vraiment donné un peu l'historique ou l'histoire du Congo. Donc nous allons projeter cela jusqu'à l'arrivée de Marengwabi au pouvoir. Et comme nous sommes déjà dans la presse assaut, parce que nous sommes déjà dans la presse assaut, et après ce documentaire, il va durer 30 minutes. Nous allons avoir un bon 30 minutes avec Maître Amédée Ganga. Et naturellement, vous pouvez poser vos questions sur la chat live. Donc, sans plus tarder, nous allons suivre ce documentaire-là. Ensuite, on va aller voir notre invité. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que l'on ne puisse pas se comprendre. Impérialisme, colonialisme, néocolonialisme. Ce sont des aventures de gauche. Opportunisme. Ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Ils sont des Congolais, donc ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Cette histoire de l'évolution-là, ce qu'ils ont accompli, ne sont pas sûrs de ce qui va se passer. La République du Congo. Le pays a acquis son indépendance en août 1960. Avant de porter le nom de la République du Congo, on l'appelait d'abord Congo français, ensuite Territoire du Moyen Congo, pour le distinguer de l'État indépendant du Congo devenu Congo belge en 1908. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale, parfois appelé Congo-Brazzaville, pour le différencier d'avec la République démocratique du Congo, appelée Congo-Kinshasa pour la même raison. La République du Congo a aussi été connue sous le nom de République populaire du Congo de 1969 à 1992, avant de reprendre son nom d'origine. Les premières sources écrites sur la région à laquelle correspond aujourd'hui le territoire de la République du Congo sont issues des premières explorations européennes. Les Portugais s'aventurent dans le golfe de Guinée à partir de la fin du XVe siècle. Diego Cao atteint l'embouchure du Congo en 1482. Il effectue un nouveau voyage 2 ans plus tard, au cours duquel il dit avoir remonté le cours du fleuve
jusqu'aux chutes de Yelala. La colonisation française débute en 1875, date de la première expédition de Savargnan de Brazza dans ce territoire. Le roi Makoko est contraint de signer un traité de protectorat avec Savargnan de Brazza, explorateur au service de la France. 4 ans plus tard, en 1885, à la conférence de Berlin, la mainmise française sur le territoire est confirmée. Commence alors une longue période de colonisation. L'organisation administrative du Congo français se met en place progressivement au début du XXe siècle. C'est à un commissaire général qu'est confié le gouvernement de ce qui deviendra en 1910 l'Afrique équatoriale française, l'AEF. L'exploitation de la majorité des terres est confiée à différentes compagnies concessionnaires. Rapidement, les dirigeants de ces sociétés commettent des abus. Ils cherchent à tirer le maximum de profit des ressources naturelles du pays. Le caoutchouc et l'ivoire font l'objet de nombreuses convoitises. Mais face aux abus des colons, les populations locales remettent en cause le régime de l'indigénat, de la colonisation. Ici et là, des signes d'exaspération apparaissent. Dans les villages, on se réunit, on en discute. C'est surtout entre les deux guerres que la France se préoccupe du sort de sa colonie. La métropole s'attache alors à promouvoir la santé et l'éducation sur le modèle français, en envoyant sur place du personnel qualifié, enseignants, médecins, infirmières. C'est aussi l'époque de la construction de nouvelles routes. Celles-ci facilitent l'écoulement de la production de la brousse. Puis les colons entreprennent la construction du chemin de fer Congo-Océan. Le but, faciliter le transport des ressources naturelles du nord au sud, de Brazzaville à Pointe-Noire. Il faut 13 ans pour construire cette œuvre. Des travaux pénibles, puisque c'est au prix de milliers de vies, celles entre autres d'Africains déportés, que s'achève la construction. Engagé aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. Les premières élections municipales ont lieu en 1956. L'abbé Fulbert Yulu est élu maire de Brazzaville et Stéphane Tchichel maire de Pointe-Noire. En novembre 1958, à la suite de la loi cadre de Gaston Deffer de 1956, le territoire du Moyen Congo devient la République du Congo. Elle est dotée de l'autonomie, mais non de l'indépendance. Le Congo se prononce pour l'entrée dans la communauté et l'Assemblée nouvellement élue transfère la capitale à Brazzaville. Le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. Comme la plupart des pays colonisés de l'Afrique noire, sous domination française en Afrique, d'abord sous le nom officiel de République congolaise. En 1960, l'abbé Fulbert Yulu, alors Premier ministre, devient le premier président de la République du Congo. Le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Yulu, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Yulu s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Yulu doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août
entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Youlou est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. Là commence un chapelet d'accession au poste de la magistrature suprême par les citoyens politiques de la République du Congo. Au cours des événements des 13, 14 et 15 août 1963, ces journées sont appelées les Trois Glorieuses. L'abbé Fulbert Youlou est contraint à la démission sous la pression des syndicalistes. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba remplace l'abbé Fulbert Youlou à la tête de l'État. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Un nouvel homme entre en scène, Alphonse Massamba Deba, Premier ministre puis très vite président. Il est l'acteur du rapprochement avec le bloc communiste, l'homme du socialisme bantou, selon son expression. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba remplace l'abbé Fulbert Youlou à la tête de l'État. Avec son équipe gouvernementale, formée en grande partie dans les écoles occidentales, se rapproche de la Chine communiste en matière de politique internationale et se prononce en faveur du socialisme. Le président utilise l'expression de socialisme bantou, instaure un parti unique et abandonne le pluralisme politique. Pascal Lissouba, puis Ambroise Noumazalaï, son premier ministre. Beaucoup des cadres politiques de l'époque sont fascinés par le socialisme scientifique. Mots d'ordre et articles de presse s'inspirent du style alors en usage en URSS, en Chine et dans les démocraties populaires. En témoigne ce mot d'ordre publié à la une de l'hebdomadaire Etumba en juin-juillet 1968. Que ceux qui se sont infiltrés dans les rangs de comités révolutionnaires pour se servir et non pour servir le peuple tremblent. Car le châtiment de ce même peuple les attend au tournant. Le 2 août 1968, à la suite du soulèvement de certains éléments de l'armée, Massamba Deba est contraint de se retirer à Boko, région du Poul, son village natal, puis de donner sa démission le 4 septembre 1968. L'élément déclencheur du putsch a été l'arrestation du capitaine Marien Ngouabi, officier de l'armée congolaise connu pour ses convictions socialistes. Libéré le 31 juillet par un groupe de parachutistes, celui-ci crée le 2 août le CNR, Conseil national de la Révolution, dont il prend la tête. Le 31 décembre 1968, le capitaine Marien Ngouabi devient président du Congo, celui-ci réaffirmant l'option socialiste du pays. Alphonse Massamba Deba démissionne, sous la pression d'un Conseil national de la Révolution, regroupant civils et militaires, dont Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. C'est un coup d'État, certes, mais populaire. Fin décembre, Marien Ngouabi devient président, et un nouveau parti unique, le Parti congolais du travail, voit le jour un an plus tard. À la Révolution et au Parti congolais du travail, je m'engage, en me guidant le principe à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au titre des idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Marien Ngouabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le Parti congolais du travail se crée et s'impose au peuple. Le nouveau gouvernement s'attache alors à propager l'idéologie marxiste-léniniste, une propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Ici, dans un village du Nord, on tente de fidéliser les nouveaux convertis.
chaque minute. Quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Tout pour le peuple! Tout pour le peuple! Un pour mourir! Ngouabi Marienne, 32 ans, chef d'État, un jeune homme. Depuis 1 an et demi, depuis la chute de Massamba Déba, cet homme qui fait son footing tous les matins à 6h30 dans les rues de Brazzaville, cet homme dirige le Congo socialiste. Un officier formé très traditionnellement en France dès l'école des sous-officiers de Strasbourg. Capitaine de parachutiste puis commandant, Marienne Ngouabi était l'officier le plus populaire du Congo. Il est devenu président de la République. Entre-temps, il a aussi appris le marxisme-léninisme. Vous conviendrez avec moi qu'un chef d'État est obligé, n'est-ce pas, de se soumettre à certaines obligations, c'est-à-dire la vie privée du chef d'État n'est plus la même que la vie d'un autre citoyen, c'est-à-dire il n'a plus à se permettre certaines, comment dirais-je, certains privilèges, n'est-ce pas? Je dirais, je pourrais pas aller danser dans les bars, c'est fini. Je suis obligé, n'est-ce pas, de vivre la vie du responsable pour pouvoir donner l'exemple, n'est-ce pas, au peuple. Dans la rosée de doucement tu te poseras, du matin et te rendra pendant. Une armée de paras d'extrême gauche, voilà l'élément fort du régime et du pays. Et pour rester plus près de ces hommes, le président Ngouabi ne refuse pas de sauter en parachute, lui aussi, lorsqu'on le lui demande, même si les membres du bureau politique du PCT, le Parti congolais du travail, font la grimace. Comment ça s'est passé, monsieur le président? Ben ça va, il y a un peu de vent. Un peu de vent? Oui. Le parachutisme pour vous, qu'est-ce que ça représente exactement? Eh bien, c'est d'abord, c'est pas en tant que sport que nous le faisons. Pour nous, c'est d'abord les soldats d'élite, si vous voulez. Hein? Parce que dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas beaucoup de voies de communication qui permettent aux troupes à pied, hein, d'intervenir dans toutes les régions par véhicule, je crois que la meilleure solution consisterait à faire de toute la troupe des parachutistes, parce qu'on peut larguer n'importe où, les soldats au cas de besoin. Et en plus, comme on le dit, le para, c'est l'ange du ciel, le démon de la terre. Alors, vous savez, c'est pour cela que nous nous intéressons particulièrement à ce métier périlleux pour la défense de la patrie et de la révolution. La gazelle passe tête de la place, travaillant pour la belle rose, marche tous au pas, la gazelle passe. Mais cet accueil... Vive la République populaire du Congo,
le président du Parti congolais du travail, le président de la République populaire du Congo, Oye, vive la révolution, vive le drapeau rouge, vive le président Marien Ngouabi, tout pour le peuple bien que tu veux. Voici la meilleure élève. Plions les manches et travaillons, haussons nos voix et marchons gaiement, hâtons nos pas vers le bonheur de notre vieux pays, le Congo. Le refrain, nous le rebâtirons avec nos propres mains et dans l'amitié, l'unité, le progrès, ainsi nous bâtirons le Congo. Il ne suffit pas seulement de parler, il faut agir. Tout pour le peuple! Tout pour le peuple! Classe ouvrière! Unité, lutte, socialisme! Classe ouvrière! Unité, lutte, socialisme! Classe ouvrière! Unité, lutte, socialisme! Dire que le socialisme, c'est la résultante de 100 années de colonisation et d'exploitation capitaliste. La République du Congo devient République populaire du Congo. Elle adopte le drapeau rouge et un nouvel hymne national, qui fait référence aux 3 journées de soulèvement, qui avaient entraîné la chute de Fulbert Youlou en août 1963. Lève-toi, patrie courageuse, toi qui en ta journée glorieuse, saisis et porte le drapeau, pour un Congo libre et nouveau, qui ne jamais ne faillira, qui personne ne faillira. Nous avons brisé nos chaînes, nous travaillons ensemble, nous sommes une nation souveraine, nous sommes une nation souveraine. Denis Sassou Nguesso, désormais capitaine, poursuit son ascension. Chef du groupement aéroporté, patron des forces terrestres de Brazzaville, directeur de la sécurité, ministre de la Défense. Aux côtés du camarade président Ngouabi, il est le numéro 2 du régime. Quel genre d'homme était Marien Ngouabi? Quel genre de... Un homme de conviction aussi. De grande conviction, de grande intégrité. Et il croyait toujours à ce qu'il faisait et quand il décidait de le faire, il allait jusqu'au bout, oui. Et c'est un homme très droit. C'était votre ami? C'est mon aîné. C'est mon frère, mon ami, mon compagnon. Je lui suis resté fidèle jusqu'au dernier moment où je l'ai accompagné à sa dernière demeure. Oui. C'est un moment de fierté pour moi. Le 18 mars 1977, le président Marien Ngouabi est assassiné dans sa résidence. La foudre tombe sur Brazzaville. Après 8 années fiévreuses de socialisme échevelé, ponctuées de complots, de trahisons et de tentatives de putsch, le président Marien Ngouabi est assassiné par un commando dans l'enceinte de sa résidence de l'état-major. Bien plus tard, lors de la conférence nationale, certains accuseront Denis Sassou Nguesso d'avoir lui-même commandité le meurtre. Monsieur le Président, je voudrais que vous me racontiez le 18 mars 1977. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez appris ce qui s'est passé? Racontez-moi un peu. Ce fameux jour où Marien Ngouabi a été assassiné. C'est très simple à raconter parce que j'étais ministre de la Défense.
Et puis, je crois que à cause de quelques problèmes au Cabinda, etc., et des appréhensions qu'on avait au sujet des situations dans l'enclave du Cabinda, le quartier était consigné. Et je suis resté au bureau jusqu'à peut-être jusqu'à 13h, 13h30. 14h, peut-être, oui. Quartier consigné. Puis je suis allé me rafraîchir un peu en Pila chez moi. Puis dès que je suis arrivé, le Kunzo me téléphone pour me dire que il entend des tirs nourris en direction de l'état-major général. Des tirs nourris en direction de l'état-major général. Il me téléphone. Bon, j'ai juste remis mon ceinturon. Je n'ai même pas dit au revoir à mon épouse et à mes enfants. Et je suis revenu. Je fonçais naturellement vers mes bureaux au ministère de la Défense. Quand je suis arrivé devant la mairie, l'actuelle mairie, c'est là où on m'a dit, le président Gwabi est grièvement blessé et on l'a amené à l'hôpital militaire. Qui a tué Marien Gwabi? Il y a eu un procès dessus. On ne peut pas continuer de faire la confusion. Il y a eu un procès et des éléments qui avaient participé au forfait. Ceux qui étaient abattus sur place sont connus. La machine qui a conduit à l'assassinat du président Marien Gwabi. Il y a des situations pour lesquelles le cas Marien Gwabi sera toujours revu. Je vous prends deux exemples. Lorsque le président Marien Gwabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici à Rwanda. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Ceux qui ont pu s'enfuir sont connus. Certains d'entre eux ont été recherchés, dont Kikadidi, qui avait été tué dans les opérations de recherche, Kikadidi. D'autres ont été arrêtés et ont été jugés. Le procès s'est déroulé dans le pays en direct. On continue de vivre. Je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle. Que je sais comment ça soit manœuvré la chute du camarade Marien Gwabi jusqu'à l'assassinat. Le procès s'est déroulé dans le pays en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines. Je puis vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit les Kinganga, tout ça là, que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le procès, en direct à la radio et à la télévision, pendant plusieurs semaines. Et les objets, par exemple, le véhicule du commando,
le commando qui est entré au quartier général, la 404, qui a transporté le commando jusqu'à la résidence du président Gwabi, est encore là, au mausolée. On ne peut pas créer de la confusion autour de cet événement indéfiniment. Donne le numéro de cette voiture à la sécurité. Et je crois que c'est à cause de cela que les gens ont remonté jusqu'au domicile de Kifwani. Parce que Kifwani a commis la maladresse de venir me surveiller jusqu'à mon domicile. Je m'en vais donc à la sécurité d'État. Je vois le corps de Kikadidi. Je dis, mais comment? Il est mort? Il dit, oui, il est mort. Dans l'atmosphère de confusion et de règlement de compte qui suivent l'assassinat de Mariane Gwabi, deux personnalités sont exécutées. Le cardinal Émile Biayenda, dès le 23 mars, après avoir été enlevé, et l'ancien président Massamba Deba, 2 jours plus tard, à l'issue d'un jugement expéditif en cour martiale. C'est quand même un regret dans l'histoire de ce pays. Ah, ça c'est sûr. C'est évident. Sans aucun doute. Bon, le président Massamba Deba était un politique. Bon, il pouvait avoir des positions politiques. Mais le cardinal Biayenda n'était pas un politique. Il n'y avait pas de prise de position politique. Non. Le décès de Mariane Gwabi et la mise en place du CIAMP sont annoncés officiellement le 19 mars. Il organise la veillée mortuaire des proches du président défunt à son domicile d'Ompila. Dans les jours suivants, une cour martiale est chargée de juger ce que la commission d'enquête désigne comme auteur et complice. Alphonse Massamba Deba, présenté comme l'instigateur du complot contre son successeur, est condamné à mort. L'ancien président de la République est exécuté dès le 25 mars 1977. Le lieutenant Moreau, le caporal Antou et plusieurs membres de la garde présidentielle sont également passés par les armes. Le capitaine Barthélemy Kikadidi, rayé des cadres de l'armée par Mariane Gwabi en 1970, chef du commando selon la version officielle, est condamné à mort par contumace. Les obsèques de Mariane Gwabi se tiennent le 2 avril 1977. Le lendemain, le comité militaire du parti communique sa structure définitive. Joachim Yombi Opango en est le numéro 1 et devient le 4e président de la République. J'ai effectivement dirigé les affaires de ce pays du 6 avril 1977 au 5 février 1979. Pendant cette période, il y a eu le procès sur l'assassinat du président Mariane Gwabi et l'exécution de ceux que la Cour révolutionnaire d'exception avait tenus pour responsables. L'assassinat de Ngouabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Merci d'avoir suivi ce document-là. Comme vous pouvez le constater, c'est le document choc. Donc ce soir, nous allons recevoir Maître Améné Ganga qui est avec nous dans les studios de PSTV. Nous allons un peu parler de ce topic-là, du président Mariane Gwabi. Une page sombre dans l'histoire de notre pays. Hein. C'est pas évident d'avoir une histoire aussi sombre. Donc, comme nous sommes dans la diaspora, il y a certaines générations qui n'ont pas compris parce que cette histoire est un peu ambiguë. Vraiment beaucoup de ténèbres dans cette histoire. Donc, nous avons tenu un peu à éclaircir la lanterne dans ce chronique de ce dimanche. Donc, comme vous le savez, notre invité du jour,
c'est Maître Amédée Ganga. Donc je vais essayer de changer un peu le lettrage. Là, je vais le mettre en noir. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans les studios pour aller rencontrer Maître Amédée Ganga. Bonsoir, 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 monsieur Maître Amédée Ganga. Vous êtes sur PSTV avec Edim Kaï. Donc, notamment, nous avons tous les spectateurs qui vous regardent ici concernant cette chronique sur la mort de Marin Ngouabi. Donc, avant que je puisse vous introduire, ou veuillez vous introduire auprès des téléspectateurs pour ceux qui ne vous connaissent pas, et pour ceux qui sont dans la diaspora. Notamment, nous avons projeté cette image-là. Ce documentaire pour essayer un peu de mettre les gens dans le concept. À vous la parole, monsieur Amédée Ganga, Maître Amédée Ganga. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, mon cher Edim Kaï. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui suivent l'émission de monsieur Edim Kaï à cette heure-ci. Je remercie tous ceux qui suivent et qui vont certainement écouter ce que j'ai à dire. Au sujet du bon documentaire que vous venez de faire passer, oui, parce qu'on a là quand même un résumé tout à fait, j'allais dire, un résumé historique tout à fait, de la situation du pays. Et c'est très bien pour ceux qui sont nés après la mort de Marin Ngouabi. C'est vrai qu'il était très difficile d'en savoir un peu plus. Mais j'avoue que j'ai bien aimé votre documentaire. Il y a tellement d'archives aussi. Je suis M. Amédée Ganga, très simplement, voilà, avocat. J'ai défendu le colonel Sourou au Congo-Brazzaville. Voilà, je suis rentré je suis rentré en France après avoir été victime d'une tentative d'atteinte à ma vie privée. Voilà, je suis parti de là et aujourd'hui. Je suis très heureux de passer dans votre émission pour essayer de vous donner quelques explications sur la mort de Marin Ngouabi. Pourquoi la mort de Marin Ngouabi? Parce qu'il est le nœud cordien de la situation que vit le Congo jusqu'à aujourd'hui. Et je comprends tout à fait ce que vous dites. Bon. Donc, il est très très important que l'on sache si ce crime a véritablement fait l'objet d'une enquête en telle enseigne qu'on ait pu arrêter le criminel, ou bien le criminel court toujours, de telle sorte que tout ce que nous vivons aujourd'hui trouve certainement leur cause dans le fait qu'on a été complaisant, ou on est complaisant jusqu'à ce jour de mettre la main sur le criminel. J'allais dire simplement que la mort de Marin Ngouabi, président de la République, exige que la République en connaisse la vérité. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc la mort de Marin Ngouabi, c'est la vérité pour la République. Pour ceux qui aiment la République, comme moi évidemment. Tout à fait. Mais dites-moi, je comprends tout à fait. Hein, nous tous aussi, on aimerait savoir parce que... oh mon Dieu, je reçois des... Nous tous aussi, on aimerait savoir parce que c'est quand même un grand mystère chez nous. Mais ma question de savoir, spécialement ce soir, parce que vous relatez beaucoup, j'ai suivi pas mal de vos vidéos, hein, vous relatez beaucoup, vous parlez souvent de la mort de monsieur l'ancien président. Mais quel âge avez-vous au moment des faits? Au moment des faits, M. Edim Kaï, en tout cas, j'avais 16 ans. 16 ans. Je devais être au 4e ou 3e. Donc, quelque part, je l'ai un peu vécu. Petit pionnier de l'époque, il s'agissait pour... Et qui, dans l'euphorie de la Révolution, tout jeune que l'on était, c'était évidemment attristant de savoir qu'on venait de perdre un président de la République dans des conditions qui, à l'époque, nous pensaient être suffisamment... aucune vérité dans tout ce qui s'était passé. Et ça m'a été révélé, j'allais dire, 40-50 ans plus tard, lorsque j'ai commencé à exercer en tant qu'avocat, et surtout lorsque j'ai défendu le colonel Sourou, j'ai appris pas mal de choses et qui me permettent aujourd'hui de remettre en cause tout ce qui avait été dit jusque-là.
Et je vous en ferai la démonstration d'ailleurs tout à l'heure si vous me le permettez. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Mais pourquoi? Parce que certaines personnes vont penser que c'est une obsession, hein, c'est vraiment une obsession. Mais pourquoi vouloir toujours chercher à remonter cette affaire? Parce qu'il y a certaines qui disent, bah, les gens là, avec leurs vieilles affaires là, les vieux là et tout ça, on en a marre un peu. Mais pourquoi vouloir toujours chercher à remonter cette affaire à la surface? Bon, vous savez, M. Edimkaye, je vais dire ceci. Lorsque vous êtes dans une famille, et vous le savez chez nous en Afrique, les parents perdent des enfants tout le temps. Et dans nos pratiques, dans nos croyances, on va dire, ah, il y a un sorcier, c'est un tel. D'accord? On arrive même parfois peut-être à porter atteinte à ce sorcier. Vous en savez quelque chose, je crois. Tout à fait. Et finalement, même après le décès du sorcier, on se rend compte que les enfants continuent à mourir. Pour dire que finalement, ce n'était pas la réponse adéquate. Donc, la question de Marien Ngouabi est le nœud cordien qui explique les crimes d'aujourd'hui comme étant le crime d'hier qui n'a pas été élucidé. C'est-à-dire que les criminels d'antan qui ont eu à accomplir des actes graves sur la personne du président de la République, Marien Ngouabi, n'ont jamais été arrêtés, de sorte qu'ils occupent encore des fonctions importantes pour continuer à donner la mort. Donc, ce n'est pas finalement une histoire passée, elle est présente puisque ces crimes-là continuent. Et je vous en donnerai un exemple simple, ça va certainement étonner tout le monde. Eh bien, la mort du colonel Nsourou, avec les événements des explosions de Mpila, c'est exactement le copier-coller de la situation de Marien Ngouabi. Ah bon? Eh oui. Donc vous voyez bien que ce n'est pas de l'histoire. Mais plus il y a eu des innocents qui ont été tués. Oui, justement, j'en voulais en venir. Là, pourquoi dit-on Bakongba Bomi Maria? Éventuellement, ceux qui n'ont jamais été à l'origine du crime de Marien Ngouabi. Donc, la recherche de la vérité est une recherche aussi de l'absolution de ceux qui, innocemment, ont perdu la vie sur le fait de Marien Ngouabi. Donc, vous comprenez? Donc, la mort de Marien Ngouabi a eu des conséquences subséquentes qui font que nous portons ce crime-là jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être même, je tenterai de m'y hasarder, il est peut-être au cœur de l'opposition actuelle Nord-Sud, et particulièrement le Pôle et le Nord. Ah bon? Eh oui. Ça commence à devenir très intéressant. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que, en disant que Congo Bomi, on a instrumentalisé le Pôle, on a diabolisé le Pôle, et ce jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les crimes présents qui continuent dans le Pôle. Toujours par la même équipe. Mais dites-moi un peu, était-il resté Kouyou bien ou un président appartenant à la République? Était-il un chef Kouyou ou un président appartenant à Marien Ngouabi? Très bonne question. Très bonne question, monsieur Eddy. Marien Ngouabi, si à l'origine il est Kouyou, ce qui est tout à fait normal, parce que chacun de nous a toujours des origines. Mais devenu président, il n'appartenait plus au Kouyou. Personne ne peut me contredire là-dessus. Il devenait président de la République. Devenu président de la République, donc les règles qui lui étaient justiciables, c'était les règles de la République. Et non plus les normes sociales au Kouyou sur la vengeance de la justice fondée sur la vengeance. Est-ce que vous comprenez? Je comprends très bien, mais cela... On ne pouvait pas danser Ikongo à Brazzaville au motif que Marien Ngouabi venait d'être assassiné, soi-disant, par les Bakongo. Parce que Marien Ngouabi n'était plus Kouyou, il n'était plus Mboshi, il n'était plus Lari, il n'était plus Teke, il n'était plus Vili. Il était devenu président de la République. Donc, les règles applicables en la matière, c'était les règles de la République. Tout à fait. On ne pouvait pas impunément venir à la radio, à la télé, sans qu'aucune enquête ne soit menée selon les règles de la République. Je dis bien selon les règles de la République. Ok, bah, d'après dit... Congo Bomi Marien.
En plus, vous le savez bien, et je pense que vous vous êtes suffisamment documenté, on a dit au préalable que c'était Motondo. Oui, oui, d'après ce qu'on... Est-ce que vous vous rendez compte qu'un procès se fait immédiatement à la télévision, en une fraction de seconde? Tantôt le coupable, ce Motondo, ce n'est plus lui, il est immédiatement acquitté, immédiatement, en une heure. Et une heure plus tard, Congo Baboumi. Donc vous vous rendez compte? Tout à fait. Il ne s'agissait pas là des règles de la République, mais il s'agissait là de la norme vengeresse de la coutume Kouyou, qui pensait qu'à Brazzaville s'appliquaient les règles du Congo. Et vous verrez que ça prendra un élan jusqu'à ce que les gens comme le Okoko, les Asmekong vont appliquer non pas les règles de la République pour faire justice, mais les règles de la justice du Congo, qui était la vengeance. La vengeance. Eh oui. Or, Marien Ngouabi, et je le répète, il n'était plus Kouyou. Personne ne peut me contredire là-dessus. Il était devenu président de la République. Les règles applicables, c'était les règles de la République. Mais dans vos récents interventions que j'ai pu regarder à travers la toile, à travers Facebook, vous avez dit que récemment, hein, je cite parce que d'après ça on va dire, vous avez récemment dit Marien Ngouabi s'était suicidé. Finalement, là ce soir vous dites que Congo Baboumi Marien, finalement vous dites que Marien Ngouabi s'était suicidé. Ce soir vous dites que Congo Baboumi Marien. Comment à ce moment-là s'est-il suicidé si c'est pas Congo Baboumi Marien? Alors, monsieur Idim, très bien. C'est une façon de vous montrer que lorsque certains disent Congo Baboumi Marien, vous savez les conséquences que cela a entraîné. Des innocents ont été tués. Tout à fait. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais lorsque moi je fais la démonstration qu'en réalité, entre guillemets, Marien Ngouabi s'était suicidé, il est très difficile de m'opposer un argument contraire puisqu'aucune enquête n'avait été faite. Or, imaginez que si Marien Ngouabi s'était suicidé, pourquoi a-t-on tué les Bakongo? Est-ce que il s'est suicidé en tant que Kouyou? En ce moment-là, quand un Kouyou se suicide, il faut aller tuer les Bakongo? Est-ce que c'est cela? Oui, mais de part et d'autre, des enquêtes ont été faites. Est-ce qu'il fallait-il arriver à une enquête qui a été faite pour y arriver à supprimer des vies ou plusieurs Bakongo? Donc si... Aucune enquête n'a été faite. Parce que l'enquête aurait pu nous montrer que oui, Marien Ngouabi a été l'objet d'un meurtre d'abord. Parce qu'on ne dit même pas assassinat. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord? L'assassinat, c'est la justice au cours des enquêtes qui devait arriver à faire la démonstration que la perte de vie de Marien Ngouabi était l'objet d'un meurtre qui a dû être un assassinat parce qu'il y a eu un guet-apens, parce qu'il y a eu... C'est la justice qui devait le décider. Or là, personne ne l'a décidé, ça sort des médias comme vous aujourd'hui. On vient vous dire, Maître Ganga est mort, Maître Ganga a été... Mais vous n'avez aucune enquête qui le permet de le dire. Donc voilà, on vient de le dire à la télévision en plus, à la télévision nationale, d'un président de la République, qu'on venait éventuellement de voir qu'il n'était plus en vie, au lieu de dire qu'on vient d'apprendre que Marien Ngouabi aurait été l'objet d'une tentative de meurtre ou d'assassinat, ou je ne sais pas, et que sa vie est en danger ou n'est pas en danger, mais nous saurons qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'enquête. Donc, et je vais vous dire une chose. Vous savez, en faisant comme ils avaient fait, si Marien Ngouabi même était mort par noyade dans le fleuve Congo, on aurait dit Congo va noyer Marien Ngouabi parce que le fleuve Congo s'appelle Congo. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais vous donner encore un exemple. Lorsque Jean-Paul II est attaqué et a fait l'objet d'un attentat, mais ça s'est fait en milieu ouvert. On a vu qui a tiré et on a immobilisé la personne. Mais dans le cas de Marien Ngouabi, est-ce que vous pouvez me dire, poser la question, on se pose la question, est-ce que Marien Ngouabi est mort dans un milieu fermé, dans un milieu ouvert? Qui le premier a vu le corps de Marien Ngouabi sans vie et qui l'a formellement identifié pour dire que Marien Ngouabi était mort? Et quels sont les OPJ, les premiers sont arrivés sur les lieux? Quel est le parquet qui avait été saisi? Et quelle est la procédure qui avait été menée? Est-ce que c'était la flagrance? Auquel cas donc, les témoins étaient sur les lieux et on les avait identifiés formellement pour savoir que Marien Ngouabi
est mort soit d'une arme à feu ou d'une arme blanche. Il aurait fallu arrêter ces gens-là. Ils auraient dit qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand même un président de la République à 14 heures. Et qui avait la charge de la sécurité, hein? Qui avait la charge de la sécurité du président Marien Ngouabi? Il a aussi dans les documents qu'on a là, il y a un peu de flou là, hein, sur cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez? Qui avait la sécurité? Eh bien, celui qui devait assurer la sécurité, qui est une obligation de résultat. Obligation de résultat. D'accord? D'accord. Mais dites-moi... Monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui avait la charge de la sécurité et de la défense. Mais dites-moi, monsieur Maître Amédée Ganga, ça je vais un peu sortir du concept là. Oui, allez. Quelle est la différence qui vous saute aux yeux entre Marien Ngouabi et Sassou? Et monsieur Sassou? La différence, c'est-à-dire que là je ne comprends pas trop bien la question. Est-ce que, puisqu'il fut un temps, ils travaillaient ensemble, d'après ce que j'ai vu dans les documentaires là et tout ça, Marien Ngouabi n'était-il peut-être pas victime de lui-même par rapport à son fils Non, mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a des gens qui ont été tués à la suite de la mort de Marien Ngouabi, et notamment un cardinal, par exemple. D'accord? Est-ce que on peut nous dire, je crois que pour être plus précis, tout à fait, permettez-moi de vous expliquer à peu près pas à pas. Marien Ngouabi meurt le 18. Et le 18, on nous dit c'est Motondo. Ok. Mais après 1 heure du temps, on dit ce n'est plus Motondo. Ce sont les Bakongo. Où est la vérité? La vérité est où? Et quelques temps après, je vais essayer d'aller vite, on met en place une commission d'enquête mise en place par qui? Par Sassou. Oui, tout à fait, parce qu'il faisait partie du ministre de la Défense. Quand il y a mort d'homme, l'enquête n'est pas le résultat de la volonté d'un individu. Tout à fait, nous sommes d'accord avec ça. Les règles de la République imposent lorsqu'il y a mort d'homme et que c'est suspect, ce sont les OPJ en procédure de flagrance qui se déportent sur les lieux. Donc, qui le premier a vu le corps de Marien Ngouabi, a informé qui? Parce que ce sont les OPJ, le parquet de la République qui devait se déplacer sur les lieux. Avez-vous ce rapport-là? Il n'y a aucun rapport. Pourquoi a-t-on dit déjà que c'était Motondo? Pourquoi a-t-on dit que c'était Motondo? Et ensuite, pourquoi a-t-on dit que c'était les Bakongo? Alors qu'aucune enquête n'était faite. Je reprécise bien que Marien Ngouabi était président de la République, il était justiciable des règles de la République. Tout à fait, tout à fait. On est d'accord avec ça. Et Sassou Nguesso, ministre de la Défense, était au service de la République. Il avait l'obligation et l'exigence de respecter les règles de la République. Effectivement, effectivement. Si lui, en tant que ministre de la Défense, simple ministre de la Défense, avait eu connaissance de la mort de Marien Ngouabi, il devait faire le rapport entre les mains des OPJ, il devait être entendu. Est-ce que vous avez déjà entendu que ça soit été entendu? Donc d'après vous, d'après ce que vous dites là, tout ce qu'il a dû dire, raconter un peu par-ci par-là, avec des versions assez farfelues, pas exactes, vous pensez que M. Sassou Nguesso ment, d'après vous, d'après votre expérience d'avocat? Mais c'était un fondamentaliste du mensonge, je l'ai déjà dit. De toute façon, monsieur Idi, ce que je dis est faux. Hein? Il devra déposer plainte contre moi. Mais je vous dis simplement que lorsque Marien Ngouabi est décédé, il est créé par l'intermédiaire de Tister Tikaya, le comité central, ce que l'on appelle le CMP. Le CMP, oui, Tister Tikaya. Or, nous étions dans un régime monopartiste. En créant le CMP plus le comité central, nous étions à 2 partis. Et pourquoi on a créé un parti en fonction du métier? Et vous verrez, je vais vous faire la démonstration. Pourquoi est-ce que c'est Sassou qui nomme Yombi comme président de la République? D'après ce que nous avons pu comprendre, c'était au cours d'après ce qu'il raconte, d'après ce qu'il a dit à la télé, c'était au cours d'un congrès autour du PCT, donc c'était les lois qui étaient en vigueur. Non, c'est faux. D'après ce que j'ai dit, d'après ce qu'il dit, j'ai découvert dans cette interview-là. Oui, le PCT a cédé déjà maladroitement, il n'avait pas à le faire. Attendez, je vais vous lire la disposition qui régissait cette période-là d'ailleurs. C'est l'article 40, si vous me le permettez. Allez-y, allez-y. En
en cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par un plénum réunissant les membres du comité central et de l'Assemblée nationale populaire, statuant à la majorité absolue des membres composant le plénum, les fonctions de président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus par les articles, etc., sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale populaire. Donc vous voyez, ça c'est les règles de la République. Mais d'après ce qu'on a compris... Maintenant, regardez, je vais vous montrer, je vais faire la démonstration. Parce que pour savoir ce qui s'est passé, il faut aller chercher le mobile. Voilà, le mobile du crime. Le mobile. Quel était le mobile? Maintenant, je commence. Dites-moi, un jeune cardinal comme Émile Biayenda, qui était arrivé au sommet de la prestrise, dites-moi, qu'est-ce qui aurait été son mobile de vouloir tuer le Marien Ngouabi? Avait-il un mobile? Ben, mais un prêtre, je pense pas qu'il peut tuer quelqu'un. Hein. Un prêtre est censé être voilà. Il n'y a pas de mobile. Tout ça, après, je vous expliquerai. Un prêtre qui... Sassou se permet de nommer Yombi. Mais Yombi, comme Ngouabi, comme Sassou et les Louis-Sylvain Goma, tous les membres du comité du CMP là, je vais vous raconter quelque chose. Ils sont tous formés quand même à l'école coloniale. Comment ça se fait que ces gens-là ne pouvaient pas savoir que ce qu'ils faisaient était contraire à la loi? Yombi, officier de son état à l'époque, pourquoi il n'a pas tapé de la main sur la table? C'est une des questions que, voilà, que M. Unitou a posées ici. Nous devons respecter la Constitution parce que celui qui le nomme, Yombi est nommé, et regardez-moi ces cadres-là, des cadres calamiteux, qui ne savent même pas ce que c'est que la loi. Yombi est nommé par Sassou. C'est-à-dire que le minable criminel de son frère Kouyou, il accepte d'assurer la présidence. Est-ce que finalement là, Yombi ne se sent-il pas complice de la mort de Ngouabi, de son frère, puisque le mobile aurait été, il voulait aussi être président. Il voulait aussi... Donc la mort de Marien Ngouabi ne le gênait pas, puisque ça lui a permis d'être président. Est-ce que vous le voyez? Tout à fait, tout à fait. Il a un mobile. Et ensuite, Sassou le remplace après. Et regardez ce qui se passe. Mais Yombi, il est nommé par un petit ministre criminel. Qui est, vous avez son nom, Allez-y. Attendez, il accepte. Et après, il passe 2 ans. Alors que là, on avait dit qu'en réalité, la Constitution dit c'était 3 mois simplement d'intérim. 3 mois, oui. Donc, qui fait la loi? La volonté de Sassou. Il suffit à nommer Yombi comme président de la République, qui ne fait pas l'intérim de 3 mois, mais qui reste sur 2 ans. Et ensuite, Sassou décide de l'enlever de là. Par un autre coup. Sassou a tiré sa légitimité de quoi? Parce qu'il faut une légitimité pour pouvoir nommer quelqu'un. Des légitimités de crime par crime de barbare. Voilà. Donc il tire sa légitimité du crime. Mais là, ce n'est plus la République. Et vous pensez... Et vous regarderez Yombi, selon certains, puisqu'il le présente comme un officier de haut rang, alors que ça ne vaut rien du tout, puisqu'il va passer 11 ans de garde à vue. 11 ans. Demandez à Yombi, demandez à Sassou, quel est le titre qui a permis à Sassou d'enlever Yombi comme président, encore qu'il ne le méritait pas puisque c'était illégitime, mais surtout, quel est le titre qui justifiait qu'il passa 11 ans de garde à vue? Parce qu'ils appellent ça résidence, la résidence surveillée. Oui. Ce titre n'existe pas. Donc c'était une garde à vue 11 ans. 11 ans de garde à vue. Et il n'a même pas pipé mot. Mais vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils se sont complices de la mort de Marien Ngouabi. Donc vous pensez qu'il était au courant d'après ce qu'on a vu dans le document là, Onga? Mais monsieur Eddy, mais je n'ai pas à penser. Expliquez-moi qui peut accepter de passer 11 ans de garde à vue. Personne. Dans les lois, dans les textes. Vous n'êtes pas suspect de quelque chose. C'est parce que les deux sont complices de la mort de Marien Ngouabi. Donc les Kouyou doivent savoir que Yombi a participé à la mort de leur frère. Et pour faire de la diversion,
tous ils sont partis dans Bakongo Babomi Marien Ngouabi. Si Yombi connaissait la procédure, comment est-ce que ça se fait qu'un prélat a disparu comme ça? C'est ça. Y compris l'ancien président. Vous comprenez? Tout à fait. Et maintenant, vous regarderez. Sassou fait ouvrir une enquête, une commission d'enquête pour Ngouabi. A-t-il ouvert une enquête pour la mort du cardinal? Non, il n'a jamais ouvert d'enquête. D'après ce qu'il dit, il a mélangé ça avec les histoires de Marien Ngouabi. Il dit qu'une enquête a été ouverte à l'époque, il y a eu un procès. C'est ce qu'il dit. Non, monsieur Edim, le cardinal meurt avant le procès. C'était... Si on a imputé au cardinal la mort de Marien Ngouabi, le procès est venu faire quoi encore? Mais est-ce qu'à cette époque-là, il n'y a pas eu des gens qui étaient capables pour pouvoir faire aboutir à cette affaire de... Parce que quand je vois les documentaires... À cette époque, malheureusement, la plupart de ces cadres, et ça je peux le dire avec aisance, eh ben, ils étaient tous nuls. Parce qu'ils ne pouvaient pas se faire manipuler par un minable comme Sassou. Ah bon, parce que là... D'ailleurs, le comité central, le bureau politique de l'époque, comment alors qu'un camarade membre du comité central venait d'être tué, le comité central, le PCT n'a jamais cherché à savoir quelle était la vérité sur la mort de Marien Ngouabi. Le PCT. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment un parti? Mais apparemment... C'est un parti normal? Non. C'est une association des criminels. Moi, aujourd'hui, je répète encore, que la procédure ayant conduit la mort de Marien Ngouabi n'a jamais été menée, de sorte qu'il n'y a jamais eu d'enquête. Je le répète et je le répéterai toujours. Il n'y a jamais eu d'enquête sur la mort de Marien Ngouabi. Et donc, moi, je suis de ceux qui vont demander aujourd'hui, je pense qu'il faut défendre la mémoire du président Marien Ngouabi en tant que président de la République et que les règles de la République doivent s'appliquer. Mais est-ce que nous avons une République dans notre pays pour pouvoir appliquer les règles de la République? Quand vous parlez de ça maintenant, vous parlez de qui là? Mais écoutez, M. Edim, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là. Oui, mais est-ce que vous pensez que vous parlez... Ceux qui ne rentrent pas dans les règles de la République sont des barbares et c'est des hors-la-loi. Ok. Donc, on peut ne pas aimer Marien Ngouabi. Moi, je le dis. On peut ne pas l'aimer. Avait-on le droit de le tuer? Non, pas du tout. Personne n'a le droit de mort sur... Et une fois qu'il est tué, avait-on le droit de connaître la vérité de ce qui s'est passé? Oui ou non? Oui, tout à fait. Tout à fait, non. Alors, moi, je pense que le peuple congolais, dans son entier, excusez-moi, le peuple congolais dans son entier, les Kouyou en particulier, lesquels on a opposés avec les Bakongo, ils doivent savoir ce que leurs cadres ont fait. Parce que, M. Edim, ce que vous ignorez, c'est que dans leur manipulation du mensonge au service de la vérité, au service du Congo, ils repartent vers leur population pour dire, mais si nous quittons Bakongo, Bakossi, Sabino. Pourquoi ils disent ça? Mais parce que c'est des cadres médiocres qui ne peuvent pas dire la vérité au leur. Vous comprenez? Mais oui, tout à fait. Bon, ils doivent dire la vérité de ce qui s'est passé. Et maintenant, le débat là doit venir. Il faut que le peuple, tous les peuples, de tous les côtés, doivent entendre les cadres discuter. Et nous devons mettre en place une enquête internationale sur la mort de Marien Ngouabi. Mais quand vous parlez des cadres là, qui doivent discuter, vous parlez des sages de Kouyou, vous parlez de quel sage exactement au Congo? De quel cadre exactement au Congo? Les cadres de l'époque. De l'époque, de l'époque. Okay. Regardez, monsieur Edim. Lorsque Marien Ngouabi est tué, les forces en présence sont lesquelles? Les forces militaires, toutes les forces militaires sont entre les mains des gens du Nord. Que quelqu'un me conteste, j'attends. Je pense qu'il y a personne. Les forces politiques, donc le comité central, étaient entre les mains. Dites-moi, dans cette périphérie-là, il n'y a pas de Bakongo. Mais comment est-ce que ça se fait que quand Marien Ngouabi se suicide ou est tué, c'est les Bakongo? Prouvez-moi le lieu où sont les Bakongo.
nous, tout le monde, moi, d'après ce que je dis, moi, je ne suis pas contre ce que vous dites ici, là, tout le monde le sait, mais je ne pense pas que dans ce concept-là, quand vous parlez, par exemple, d'une enquête internationale par rapport à Marien Ngouabi, qui va qui va faire la demande de cette enquête? Est-ce que ce sont les Congolais ou c'est les administrations en place? Ou les avocats? Comment vous comptez? Monsieur Edim, aujourd'hui, au regard de ce que je dis, il existe une association qu'on appelle Marien Ngouabi Éthique. Ok. Ils ont le droit de chercher à savoir ce qui s'est passé. Tous les Congolais, et comme je l'ai dit, c'est l'épine aujourd'hui du conflit entre le Nord et le Pôle. Il est au cœur. Nous devons absoudre ceux qui n'ont jamais rien fait pour que les enfants du Nord et du Sud et du Pôle comprennent que finalement, on a été manipulés. Ok. Juste pour revenir, je vais juste faire une parenthèse. Regardez, monsieur Eddy. Monsieur Okoko, à l'époque, il est juriste, il est magistrat. Écoutez ce qu'il dit. Le dossier qui m'a permis de faire condamner les Bakongo dans le procès, le dossier m'était été remis par Sassou. Tu vois, c'est ce qu'il dit, oui. Bon, dites-moi, Sassou était qui pour remettre le dossier? Il faisait partie de la sécurité, soi-disant, intérieure, hein, parce que, soi-disant, le cantonné de la sécurité intérieure... Il était le premier suspect. Il était un suspect. Il était le premier suspect. En temps normal, dans le cadre des juridictions, on devait... Donc, Okoko savait bien que ne peut donner lieu à un procès que l'enquête de police, devenue une enquête judiciaire, diligentée par un doyen des juges avec des commissions rogatoires qui devaient écouter tout le monde. Et toute la procédure. Mais comment ça se fait qu'il a reçu le dossier d'une enquête privée? Parce que c'est Sassou qui a ordonné une commission d'enquête. Mais est-ce que pour mener une enquête, il faut attendre la volonté d'un individu? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien oui, c'est la loi qui organise. Donc, pour revenir à ce que vous dites... C'est la loi qui organise les enquêtes. Donc, vous voyez, tout à fait. En faisant ce qu'il avait fait, il avait manipulé toutes les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. Tout à fait. Mais comme il est un champion du mensonge au service du crime. Tout à fait, champion du mensonge, de toute catégorie. Mais oui, c'est ce que j'appelle l'ambochimie. L'art d'user du mensonge. Mais juste pour revenir un peu dans ce que vous dites là, que voilà... votre question, excusez-moi monsieur Edim, à votre question. Aujourd'hui, le comité central là, puisque le PCT est toujours là, ils doivent prendre une motion pour chercher à savoir leur père fondateur du parti a eu la mort comment? Le Parlement congolais, ils peuvent prendre une mesure, une motion pour décider de l'ouverture de l'enquête parce que l'enquête de Marien Ngouabi n'a jamais eu lieu. Ce qui est sûr et certain, je ne suis pas sûr que nous allons avoir des gens du PCT actuel qui vont demander l'ouverture de cette enquête-là, mal peut-être les associations. Mais donc, s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils protègent un criminel. Or, dans la République, toute personne qui a connaissance d'un crime se doit immédiatement informer la police ou la gendarmerie ou le parquet. Ce sont là les règles de la République. Et parce que la loi nous fait égal, nous tous. Vous comprenez? Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est ça. Et là, nous n'étions plus dans les règles de la République. Nous étions dans la norme des bandits. Ça veut dire que... Et comme ils ne peuvent pas aller expliquer à leur population, je le répète, ils vont dire Bakongo Babomi. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à maquiller leur turpitude. Moi, je veux que les cadres du Nord se réveillent. Et rappelez-vous, hein, quand vous regardez, j'avais parlé à un moment donné de la rédemption du peuple du Nord. Ils ne peuvent pas être asservis au crime quand même. Tout à fait, tout à fait. Permettez-moi de vous le dire. Mais juste pour revenir un peu, vous dites, d'après ce que vous dites ici, que
tout le nœud du problème, depuis nos histoires, ça remonte à la Mangwabi et tout ça. Donc si on voit bien jusqu'aux guerres du Poul, ce que nous vivons maintenant. Mais bien sûr, monsieur Edim, j'ai pas besoin de vous faire un Ok, dessin. maintenant je voudrais savoir, ma question est la suivante. Vous pensez pas que peut-être les cadres du Poul aussi et les cadres, on va dire, on va imputer la faute de la guerre du Poul à qui? Peut-être un peu au cadre du Poul ou au cadre du Nord, parce que non, ce qu'il faut dire, la question, il ne s'agit pas de donner tort, de distribuer les brevets de raison ou de tort à qui que ce soit. La question n'est pas là. Mais ce que je peux dire, s'il y a des cadres dans le Poul, s'il y a des cadres qui, dans le Poul, s'amusent à suivre un criminel comme Sassou, ceux-là auront des comptes à rendre. Ok. Ils doivent avoir des comptes à rendre. Parce qu'il n'est pas admissible que l'on se rende complice. Parce que, vous savez, monsieur Eddy, si on ne demande pas que l'enquête sur la mort de Marien Ngouabi soit faite, tout à fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui cachent la vérité. Mais cette vérité voudrait vous amener à quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra pas absoudre les Bakongo qui sont morts. Et on reviendra à ce que l'on dit. Bossi Boyoka et Bembe Yamokongo et Memamutu Naboloko. Ah oui. Tu as déjà entendu ça? Ah oui, j'ai cru entendre cette expression-là. Ah oui. Ah oui. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Est-ce que Bossi Bomona et Bembe Yamokongo et Memamutu Naboloko? Je veux que les peuples du Nord, à l'opposé de leurs cadres qui ne leur disent pas la vérité. Aujourd'hui, le temps est arrivé pour que ces cadres-là, qu'on s'affronte, qu'on dise la vérité. Et moi, Maître Ganga, aujourd'hui, je suis prêt à aller défendre la mémoire de Marien Ngouabi et de tous les crimes subséquents qui se sont passés au Congo. Je suis prêt à descendre pour lever ce défi-là. Maître Ganga, vous avez parlé, vous avez été défenseur de l'avocat Ntsuru, c'est ça, de monsieur Ntsuru? Non, non, du colonel Ntsuru, c'était moi l'avocat. Ok, excusez-moi, vous étiez l'avocat, mais vous avez eu des menaces pendant que vous étiez en train de défendre, juste pour sortir un peu du concept. Oui. Et comment ça se passait, les cadres dans le cas de... On vous menacé ou comment vous avez fait pour sortir jusqu'ici, pour arriver? Jusqu'à la dernière fois, c'était à 2 h du matin qu'ils sont rentrés avec des armes blanches et des armes à feu pour pouvoir attenter à ma vie. Ça avait raté. Mais ça c'est pas... ma personne n'est pas importante, monsieur. Ok. Non, c'est juste pour savoir. Et pour vous dire, quand je disais tout à l'heure que des cadres comme les Okoko, des faux cadres, comme les Asmekam, ah oui, non, mais je le dis et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces gens-là, ils savaient pertinemment que l'enquête n'était pas arrivée à maturité et que les crimes qui se commettaient étaient des exactions sommaires dont M. Sassou était responsable. Et oui. Et pourquoi le cardinal a été tué. Pourquoi? Pourquoi? Mais M. Sassou, qui était le ministre de la Défense, il devait assurer la sûreté de ces personnes-là. Or, il en a contribué. A-t-il ouvert une enquête? Vous êtes au courant d'une enquête qui a été ouverte sur la mort, l'assassinat du cardinal? Non, mais tout a été bâclé comme d'habitude. Hein. Tout est bâclé ici. Hein. Tout est bâclé dans Massamba Deba a disparu. Pourquoi? Et Sassou convoquait tout le monde. En qualité de qui il convoquait les gens? En qualité de je ne sais pas de quoi pouvait-il mettre en place une commission d'enquête? Il était qui? En dehors du fait qu'il était criminel. En tout cas, ce qui est sûr et certain... On peut tirer la légitimité du crime, mais c'est ce qui se passe. Et vous verrez donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Yombi est placé président par la seule volonté de Sassou. Yombi est mis en garde à vue pendant 11 ans par la seule volonté de Sassou. Donc, la seule volonté de Sassou fait loi. Mais ça va aller plus loin. Hein? Et vous verrez que lorsqu'on arrive en 92, la situation de 97, d'accord? Ouais. Donc, quand Marien Ngouabi est tué, c'est lui qui met entre parenthèses, ils sont fous de la Constitution pour appliquer simplement la loi de Sassou. Donc, à lui tout seul, il veut incarner la République.
C'est ça, effectivement. Mais juste... Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est ce qu'on a toujours dénoncé ici, que bon, hein, moi, Donc, ici, voyez, on l'appelle Bokonji. Maintenant, venez-en à 97 avant que je ne passe sur l'affaire de Nsuru pour faire le lien. Tout à fait. Il y a aussi pas mal de choses. Alors, aussi. Imaginez, nous avons la Constitution de 92 votée par tout le monde, et c'est celle-là notre repère de la République. C'est ça le repère de la République. 92. Personne ne peut venir me contester ça. Personne. D'accord? Je dis bien, personne ne peut me contester 92. Parce qu'en ce moment, ce que j'ai perdu moi de plus cher, c'est 92. On peut ne pas aimer l'Issouba, je le répète, comme je l'ai dit pour Marien Ngouabi. Est-ce que pour autant, fallait-il remettre en cause les institutions voulues par le peuple? Non, pas du tout. Qui en avait le mandat pour le faire? 92%. Sassou avait-il reçu le mandat? Il est qui, lui? Donc, pour vous dire, si Sassou était un simple citoyen, respectueux des règles de la République, dites-moi, un simple citoyen peut-il se faire justice à lui-même contre les institutions de la République? Ça, nous le savons déjà avec vérité que c'est impossible. Mais juste pour revenir à la question de M. Nsuru, comment décrivez-vous M. Nsuru? Un intellectuel ou un naïf? Vous qui l'avez... Non. Je ne sais pas. Bon, nous ne sommes pas là pour le procès. Non, mais c'est juste pour savoir, hein, par curiosité. Non, c'est un homme très intelligent, hein, que j'ai beaucoup. Mais ce que je veux vous dire... Non, il n'est pas dans les naïfs. Il ne fait pas partie d'un naïf. C'est pas un naïf. Hein, non, ce n'était pas un naïf. Mais il y a autre chose, hein, bon, mais ce n'est pas important pour l'instant. Peut-être que je le dirai un jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu les explosions de Mpila, et c'est le lien, quand il y a eu les explosions de Mpila, il faut que nos frères du Nord le comprennent. Et c'est dit par Maître Ganga. Celui qui conteste, il n'y a pas le choix, j'attends tout le monde pour le débat. Et je l'ai dit, je mettrai ma vie en péril, je descendrai à Brazzaville pour défendre la mémoire du président Marien Ngouabi selon les règles de la République. Mais pendant la période... Les explosions de Mpila, M. Eddy. Non, avant qu'on parle, je vais juste clarifier quelque chose, parce que vous me semblez, à part moi qui suis l'histoire dans les médias, mais vous me semblez mieux connaître l'histoire. Vous avez 16 ans, vous avez dit qu'à l'époque des faits, mais... Oui, j'avais 16 ans. Vous faites partie d'une famille qui... Votre père était avocat, ou vous suivez juste Non, pas du tout, M. Eddy. Pas du tout. Mon père, un petit cheminot, CCO, mais qui m'a appris les règles de justice. Il m'a toujours amené à me... Voilà pourquoi même vous voyez, quand je propose les institutions, je vais aller vers une république, notre république, mais si celle-ci avait quelques défaillances, nous devons aller vers les institutions justes. Pour que les uns et les autres n'aient plus à se dire, ah tiens, le loup-garou, les Bakongo vont venir, ils vont nous... Non. Vous comprenez, monsieur? Tout à fait. Nous allons... un pays juste. Nous allons aller rentrer dans le cadre de M. Nsuru, mais avant ça, nous allons prendre une pause, mais j'aimerais quand même poser 2 ou 3 questions avant que nous revenions. Quels sont vos liens avec l'opposition, que ce soit les opposants de la diaspora, que ce soit de Brazzaville, la diaspora? Quels sont vos liens avec eux? Juste par curiosité. Vous me posez là une question Non, mais juste curieux parce que... Je ne suis pas un politique. Je sais, mais vous entendez, vous lisez, c'est juste pour savoir, par curiosité. Bon, en fait, le lien, je ne sais pas quel type de lien vous voulez. Certains, je les connais. Hein. Je vous dirais par exemple, l'ancien ministre Nzon, c'était un client. Et on a des rapports de grand frère à petit frère. L'ancien ministre Mpungi. Bon, les autres membres de l'opposition... le Mirassa, par exemple. En tout cas, on s'échange quand j'étais au Congo. Mais je n'ai pas de lien particulier en tant que tel. Hein. Au niveau de la diaspora ici, j'écoute tout le monde. Hein. J'assiste lorsqu'il y a des réunions. Mais je n'ai aucun lien particulier en dehors du fait que simplement, je donne quelques éclaircissements hein, sur ce qui se passe en réalité hein, sur le pays. Et que je connais à peu près le système. Tout à fait. Je connais le système et je sais ce qu'ils ont mis en place. Donc, je peux donner un certain nombre d'éléments. Je ne dis pas exclusivement que je suis le seul à les connaître, mais en tout cas, j'ai un certain nombre d'informations. L'avantage d'avoir un certain nombre d'informations que d'autres n'ont pas.
Okay. Maître Matsengo Tsatse aurait fait un livre hein, qui a quand même éclaboussé pas mal les gens ici. Avez-vous lu le livre? Ah oui, bien sûr, c'est mon aîné. Ok, mais vous, d'après lui, il a accusé Parfait Kolela d'être... que pensez-vous de ça? Est-ce que vous pensez que, voilà... Oh, vous savez, juste, monsieur Edim... par curiosité, hein. Juste, voilà. En tout cas, les uns et les autres savent ce qu'ils ont fait, d'accord? Mais je sais simplement une chose, que le pool souffre tellement que les enfants du pool, s'ils sont complices de ce qui s'est passé, c'est très grave. Donc vous pensez que c'est des allégations, assez... Ce qui m'atterre un peu, c'est de voir hein, que lorsqu'on va bombarder dans le pool, qu'on fait le génocide, certains ne parlent pas. Et il suffit simplement qu'on dise qu'il y a eu tel élément, ben, ils s'empressent vite à aller, enfin à le dénoncer. C'est des allégations fondées d'après vous dans ce livre-là? On ne sait jamais. Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose? Bon, moi... Allégations fondées, je ne suis pas à même de le dire. C'est pas moi qui ai écrit le bouquin, donc je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu. Hein. Maintenant, les uns et les autres, ils vont choisir la voie qui s'impose. De mon point de vue, si j'ai été consulté, je ferai en sorte que Matsengo Tsatse et Parfait Kolela se parlent, hein, qu'ils se parlent. Voilà. Parfait. Donc nous allons clore ce chapitre. Hein. Après la pause, nous allons revenir parler de M. Nsuru. Hein. Et nous allons prendre les questions aussi des internautes s'il y en a plus pour plus tard. Donc on va prendre une pause et on revient. Donc nous sommes revenus sur le plateau, le temps qu'on puisse régler un peu quelques petits détails là. Hein, au niveau de l'emplacement. Et nous allons revenir avec notre invité du jour. Non mais... Juste un instant. Donc nous revoilà avec notre illustre invité. Alors Maître Matsengo, je confonds tout à l'heure, j'avais une question justement que j'ai oublié que je vais vous poser tout à l'heure. Maître Amédée Nganga. Alors nous allons rentrer dans le topic de M. Nsuru avant justement de prendre les questions sur la Tchèche Live. Que pouvez-vous nous dire dans ce topic-là? Parlez-nous un peu déjà dans les conditions dans lesquelles vous avez commencé à être l'avocat de monsieur notre... Oui, très rapidement, j'ai été contacté par un membre de la famille qui avait souhaité à l'époque que je fasse la défense du colonel Nsuru. Je venais d'être inscrit au barreau de Brazzaville. Donc, très peu de gens me connaissaient et lui en premier d'ailleurs ne me connaissait pas. Mais il avait quand même demandé à me rencontrer et puis dans l'échange, il avait pensé que je pouvais assurer sa défense. Et puis, bon, voilà. Et on a créé un lien comme ça. Vous voulez que je puisse aller en pause comme ça? Vous voulez mieux vous arranger? Que vous soyez plus à l'aise? Je sais pas, là ça va ou pas? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe dans l'écran de l'autre côté? Votre écran, je ne vois pas, malheureusement. Non, votre écran à vous, sur l'internet là. Est-ce que l'ordinateur est allumé de l'autre côté là, monsieur? Votre assistant est allumé. Regardez un peu les images de l'autre côté. Regardez à gauche là, je crois que vous devez avoir des images de vous qui apparaissent sur l'internet. Est-ce que vous êtes confortable comme ça? En tout cas, moi, je ne vois rien, mais ça va. Ok, il n'y a pas de problème. On va rester comme ça. Donc, on attaque le sujet. Il nous reste quelques minutes. Hein. Il nous reste peut-être 15 minutes. En 15 minutes, on a le temps de prendre les questionnaires. Donc, vous nous dites qu'un membre de la famille vous aurait contacté. Et ensuite, par la suite, vous avez commencé à... Après, on a fait l'échange. Ça a été concluant. Hein. Ça a été concluant. Et puis, à partir de là... j'ai accepté d'assurer la défense, donc de prendre le dossier d'assurer la défense du dossier. Et à partir, on a échangé et une confiance mutuelle là s'est installée. Et ça m'a permis d'abord de demander qu'est-ce qui se passait et comment se faisait-il qu'il se retrouve en prison. Parce que quand je lui pose la question, est-ce que vous êtes à l'origine des actes de Mpila, hein, c'est-à-dire les explosions de Mpila. Il me dit non,
Non, non, c'est pas moi. Bon, je trouvais ça quand même un peu bizarre que bon, tu se retrouves en prison et puis c'est pas lui. Bon, c'est un peu parfois, paradoxal. Si vous voulez, hein, les clients, hein, souvent ceux qui sont les auteurs, souvent ils acceptent pas, ils vous disent toujours non, c'est pas moi, mais bon. Mais là quand même, je suis quand même stupéfait qui me disent officier de haut rang, il dit non, c'est pas moi et c'est la parole d'officier. Et ça m'a conduit à chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Ce qui s'est passé, c'est que finalement, quand je suis rentré dans le dossier, je me suis rendu compte que, à la suite des explosions de Mpila, oui, donc le 4 mars, c'est bien ça. Le 4 mars, comme dans l'affaire Marien Gouabi, il n'y a jamais eu aucune ouverture d'information judiciaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'affaire Marien Gouabi est mort, soi-disant tué, mais on n'a jamais ouvert une information judiciaire. Et donc, dans l'affaire Nsourou, c'était exactement la même chose. Donc, vous vous rendez compte, mais après, je viendrai sur autre chose. Vous vous rendez compte qu'il y a eu les explosions de Mpila. Il y a eu beaucoup, des milliers de morts. D'accord? Des milliers de morts. Mais on n'a jamais ouvert une seule information judiciaire le 4 ou du moins le 5 au matin. Est-ce que vous avez eu l'impression que M. Koutoulou vous disait la vérité quand il vous parlait? Ah, si. Mais de toute façon, j'ai connu la vérité après. Donc, c'est même pas que moi, je doutais d'abord de lui, mais après, j'ai compris que c'est lui qui avait raison. D'accord? Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? On n'ouvre aucune information judiciaire. Ce qui veut dire, comme dans le cas Marien Gouabi, en fait, Marien Gouabi n'est pas mort, puisqu'on n'a pas ouvert d'information judiciaire. Et donc, là aussi, dans le cas des explosions de Mpila, il n'y a pas eu explosion de Mpila, puisqu'on n'a pas ouvert des informations judiciaires. D'accord? Comme on n'a pas ouvert l'information judiciaire, donc la justice n'est pas saisie. Tout à fait, on voit. Je comprends. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait, j'espère que... Après, qu'est-ce qui va se passer? Sassou met en place, encore comme dans l'affaire Marien Gouabi, une commission d'enquête. Et dirigée cette fois-ci par le Conseil national de sécurité, dont il est le président. Et il se met donc à arrêter les gens. Donc, en tant que président de la République, lui se met à arrêter les gens. Il fait les procédures. Et il prend le dossier, comme dans l'affaire Marien Gouabi, il va donner à la justice. Et la justice ne lui pose pas la question, mais d'où vient ce dossier? Donc, vous voyez? Et là aussi, c'est lui qui a été à l'origine des explosions de Mpila. C'est des révélations faites par M. Nsourou ou... Mais c'est pas un problème. Mais attendez, dès l'instant qu'on cache, on ne veut pas de la vérité. Celui qui cache la vérité, c'est qu'il en sait quelque chose. Mais on peut Est-ce que, poser la question à Sassou, est-il habilité à mener les enquêtes? Posez la question à tout le monde. Tous ceux qui supportent Sassou là, posez-leur la question. Les cadres qui suivent Sassou, d'accord? Les populations qui suivent Sassou, mais surtout les cadres. Posez la question aux cadres. Est-ce que Sassou, minable président, a-t-il le droit de mener des enquêtes de police? Posez-lui la question. Mais dites-moi, donc si je comprends bien, vous pensez que M. Nsourou a été, disons, je vais dire, a été empoisonné ou mort de naturel? Non, attention, monsieur. Non, mais juste pour savoir, hein, moi je suis curieux. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, sur l'affaire des explosions de Mpila, pour vous faire la démonstration que, alors que dans l'affaire Marien Gouabi, les cadres de l'époque étaient tous médiocres, Sassou les a manipulés. Dans l'affaire de Mpila, les explosions de Mpila, la présence de Maître Ganga a empêché Sassou d'arriver au bout de ce qu'il a toujours fait. Parce que j'ai fait dynamiter le système judiciaire. Et Nsourou était sorti. Pour la première fois, je dis bien, pour la première fois, le système judiciaire Sassou, d'accord, puisqu'il n'est composé que des Mboshi, pour la première fois, le système a lâché. Et Sassou, sentant la difficulté et sentant certainement la menace que son régime peut tomber, eh bien, il est parti attaquer Nsourou le 13 décembre 2013. Donc on peut dire qu'il n'est pas mort de mort naturelle. Juste...
Non, non, attendez. Il est parti attaquer. Vous n'avez pas entendu. J'ai compris, parce que voilà, j'ai compris. Mais... Donc à partir du moment où il était parti attaquer, c'était pour le tuer. Mais puisqu'il était en prison après, donc peut-être. Je veux dire, en prison là-bas, est-ce qu'on l'a. Il y a eu des morts. Oui. Sassou est parti attaquer, il y a eu des morts. Tout à fait, on a vu ça avec Eddie Smith et tout ça. Donc, il faut considérer Nsuru aussi mort déjà en ce moment-là. D'accord. Sur l'ordre de qui? De M. Sassou Nguesso. Eh bien oui, M. Edip. Donc, quand Nsuru meurt en prison, n'allez pas chercher de midi à 14 h. Qui le tue? M. Sassou Nguesso. D'après ce que vous dites ici, d'après ce qu'on voit ici, c'est M. Sassou Nguesso, le jeune suicidaire. Nous allons prendre une question qui a été posée là. Parti congolais des têtus. Batapé, c'était Boyoka. Est-ce que vous pensez qu'on est encore en République? Tout à fait. 92%, c'est aussi le chiffre de la Constitution de 92. Hein? Faut pas oublier ça. Donc, nous avons une question ici au niveau des internautes. De Madame Madiba ou Monsieur Madiba Lévy. Ma question est celle-ci. Pourquoi le FMI continue de soutenir ce gouvernement de criminels? Que faites-vous pour briser ces silences? Est-ce que nous ne manquons pas de relais au niveau de l'Élysée? Je ne sais pas si ça a à voir avec... Ok. Oh, attends, excusez-moi, il n'y avait pas de son, voilà, je pense que là, on a un son, désolé. Là, j'avais posé la question, monsieur, Maître Amédée répondait à la question de monsieur Madiba. Désolé. Oui, tout à fait, j'ai compris. Je disais que si le peuple congolais ne veut être l'esclave d'un régime criminel, on va continuer à l'aider. Mais si vous prenez conscience que le peuple, vous êtes titulaire d'un certain nombre de droits, notamment le droit d'un citoyen de ne pas se faire diriger par un criminel, eh bien vous allez prendre en conséquence la posture qu'il faut. Parce qu'à ce jour, si on continue à l'aider, c'est parce que vous collaborez avec ce régime. Si vous-même, le peuple, vous collaborez avec un régime criminel, c'est-à-dire que vous avez adhéré à la vilainie du crime, exposé par un criminel comme Sassou, et que vous ne vous revoltez pas d'une certaine façon. Mais prenez garde qu'on va continuer à l'aider certainement. Mais si, un temps soit peu, vous commencez à vous réveiller pour vous dire non, nous sommes des êtres humains et que nous ne sommes pas des esclaves d'un criminel, eh bien en ce moment-là, peut-être les choses peuvent changer. Mais j'irai encore plus loin, monsieur Edim, pour répondre à cette personne. Je vais poser une question qui va m'amener à ce que les cadres du Congo, au nord comme au sud, le peuple, je vais poser la problématique, celle-ci. Comment est-il possible qu'un petit nombre de minables de personnes puissent faire le plus grand mal au plus grand nombre? Je répète, et que ça fasse réfléchir tous ceux qui veulent se battre pour ce pays-là. Comment est-il possible qu'un minable petit nombre de criminels puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre? Ou à l'inverse, comment est-ce que le plus grand nombre peut accepter le plus grand mal venant d'un petit minable de criminels d'un petit nombre? Mais pensez-vous que, vu que vous en parlez, je voulais savoir,
Que pensez-vous des opposants du pôle? Des opposants? Des politiciens du pôle. Il y en a? D'après ce que je vois, que pensez-vous des politiciens du pôle? Si juste pas. Vous en connaissez au pôle? Bah apparemment, il y en a qui s'illustrent comme politiciens. Hein, Ah bon? Oui. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Pour la plupart, je pense qu'ils sont derrière. Ils se sont avilis à n'être que des, comment t'appelles, des porteurs de sacs du criminel. Moi, tous ceux qui s'approchent d'un criminel comme Sassou, pour moi, ça peut pas être. C'est pas des êtres respectables. Hein. Ils ne sont pas respectables. Hein. Ici, on les appelle les primitifs. J'ai du mépris pour les criminels. J'ai simplement la chance de les défendre. Mais j'ai du mépris. Vous comprenez? Surtout qu'en plus, vous voyez ces gens-là, ils n'ont même pas le courage des crimes. Ils disent, il est au Lomanyama ou au Lomanyama. Mais maintenant, le temps est venu. Nous devons chercher la vérité sur la mort de Marien Ngouabi. Tous ceux qui se disent qu'ils ont au Lomanyama, allons vers la vérité. Cherchons la vérité. Cherchons une enquête menée par des organismes impartiaux qui doivent nous dire ce qui s'est passé. Au nord comme au sud. Faisons une convergence. Cherchons la vérité sur la mort de Marien Ngouabi. Parce qu'il est l'épine sous les pieds de la République. Et ce monsieur était un président de la République. Qu'on l'aime pas, il était le président de la République. Nous devons chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les Bakongo soient absous. Voilà. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Parce que lorsque vous n'avez pas été, on vous a imputé à tort un crime et que finalement la justice se rend compte que vous n'en étiez pour rien, vous êtes réhabilité. Je veux que les Kouyous sachent que les Bakongo n'ont jamais été. Pourquoi? Je veux que le peuple Moshi, le peuple Kouyou, les peuples Makwa, qu'on leur dise que finalement les Bakongo n'étaient pour rien et que leurs cadres, des minables cadres, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de leur dire que ceux qui bissotent au Longwe, Bakongo Bakoya aussi Sabine. Mais posez-leur la question, Bakongo Bakoya aussi Sabine, pour Nanini, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ces populations-là pour que les Bakongo aussi Sabine? Voilà. Voilà, je viens d'avoir. Pour moi qui suis partisan de la République, et je ne défendrai que la République, mais toute la République. La République n'est pas une République de règlement de compte. Vous comprenez? Tout à fait. Je veux que les populations au nord ou au sud, tenez chaque famille, chaque individu, tenez entre vos mains la Constitution. Parce que c'est dans la Constitution où vous avez ce que l'on appelle les droits créances. Laquelle Constitution vous parlez? Celle de la Constitution de 92, bien sûr. Ok. La Constitution de 92, bien sûr. Pas la Constitution de 2015, où l'on met d'un côté, le crime est sacralisé, et de l'autre côté, on vous dit encore que la vie est sacrée. Alors, qu'est-ce qui est préséant? Le crime sur la vie qui est sacrée, ou la vie qui est sacrée, qui ne doit jamais supporter le crime? La préséance sur laquelle? On a une question là qui pullule là. Monsieur Gigi Roga qui dit que pensez-vous, hein, d'après ce que je vois ici, il dit que pense Maître Amédée Ganga sur la soi-disant lettre de menace à l'encontre du président Marien Ngouabi attribuée à Massamba Deba que Florent Chiba avait, voilà, je sais pas de. Merci beaucoup de la question. Alors vous voyez bien que là c'est. Monsieur Gigi Roga. Oui. D'abord, la première des questions. Florent Nsiba, là, il a eu cette lettre-là où? Donc vous voyez, s'il y avait une enquête, cette lettre-là serait dans les scellés. Maintenant, posez la question à Nsiba, où est-ce qu'il a eu ça? Maintenant, s'ils ont intercepté cette lettre-là, ils avaient le droit d'intercepter une lettre adressée au président de la République. Donc, si cette lettre a été interceptée par Nsiba, ça veut dire que Marien Ngouabi n'était pas informé. S'il n'était pas informé, et comme on dit, soit disons qu'il y avait une menace là-dedans, pourquoi Nsiba ne voulait pas que cette menace arrivât aux oreilles de Marien Ngouabi, qui avait la possibilité d'appeler son ancien collègue? N'est-ce pas? Tout à fait. Alors, finalement, lesquels qui ont mis à exécution la menace? C'est les primitifs. Les primitifs. Donc, le criminel revient toujours au lieu du crime. Au lieu du crime, tout à fait. Il n'avait pas le droit d'avoir ce courrier-là.
Si tant est qu'il est vrai, hein. Si tant est qu'il Oui, est vrai. c'est la question même que nous avons soulevée ici au cours d'un débat, au cours d'une émission. Nous avons Donc, vous soulevé voyez, cette question-là ici. Posez la question à Nsiba. Donc, il était muni là d'un document qui, du point de vue de l'enquête, il doit être poursuivi pour détournement de preuves. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Monsieur Nsiba doit être poursuivi. Donc, vous voyez, là, là c'est la République. Bon, mais avec la République de Mais des bandits et des criminels Babanière, comme Nsiba, il intercepte une lettre, soi-disant adressée quand même au président de la République. Vous vous rendez compte? Tout à fait. Mais en qualité de quoi a-t-il intercepté cette lettre-là? Ah, ils aiment les renseignements. Comme, oui, mais c'était une lettre qu'on appelle estampillé secret défense. Comment il a pu avoir ça? Donc, c'est la question que nous avons soulevée ici. Marien Gouabi ne soit pas au courant de cette information, ça veut dire que c'est eux qui ont exécuté la menace. Ah ça, menace terroriste. Eh bien oui. Menace terroriste. Ça ne peut pas être autrement. Parce que si jamais le courrier était arrivé, leur rôle c'est de protéger le président de la République. Non, c'est pas ça. Effectivement, effectivement. Alors, il reçoit un courrier de menace. Ce qu'il fallait faire, c'est pas aller vers le président de la République. Tout à fait. Et ensuite interpeller Massamba Deba. Mais je ne vois pas aussi Massamba Deba envoyer une lettre de menace à son collègue. Sachant qu'il était... Ça n'a pas de sens. Parce qu'en plus, Mariam avait la possibilité de l'arrêter, non? Non, c'est pas ça. Tout à fait, tout à fait. Apparemment, il y a tellement de choses. Demandez au monsieur qui m'a posé la question, je le remercie. Hein. Pas de problème. Pourquoi ils ont caché l'information? Telle est la question. Donc vous voyez. Nous allons... Mais tout ça, c'était pourquoi? Pour ensuite aller crier Bakongo Babomi. Babomi. Donc sur la base de cette lettre-là, qu'ils ont cachée, qu'ils ont interceptée, qu'ils ont cachée, et pour laquelle ils ont permis, ça leur a permis d'aller tuer Ngouabi. D'accord? Au niveau de... Et ensuite, on vient sortir le courrier longtemps après, alors qu'il devait être dans le dossier de l'enquête. Tout à fait. Mais Massamba Deba, à la suite de ce courrier, vous croyez qu'on pouvait l'appeler, non? S'il y avait une enquête, les OPJ l'auraient appelé. Monsieur le Président, expliquez-nous le sens de ce courrier. Est-ce que ça aurait justifié qu'il disparaisse? Aujourd'hui, Massamba Deba. Donc, Nsiba, qui dispose de ce courrier-là, c'est où se trouve Massamba Deba? Il doit le savoir parce que nous on a posé la question. Ah ben oui. On a posé la question. Il doit le savoir. Nous avons posé la question. Parce que forcément, ils l'ont convoqué. Puisqu'ils disent que Massamba Deba nous a écrit. Donc, c'est eux qui l'ont pris. Effectivement, nous avons posé la question. À défaut d'avoir son corps comme étant mort, il a disparu. Il a dû se Mais suicider. Nsiba, c'est où il se trouve. Chiba doit savoir, donc, nous avons... Sassou et Nsiba, ils savent où se trouve. Les enfants Massamba Deba. Peuple du Poul. Nsiba et Sassou savent où se trouve le corps de Massamba Deba. Mais apparemment, d'après ce que j'entends, Sassou, il travaille avec tous les enfants de ses victimes. J'aurais cru comprendre, soi-disant, un des enfants Massamba Deba travaille avec M. Sassou. D'après ce qu'on entend dire. Je ne sais pas de commentaire à faire là-dessus, mais je dis simplement que dans tous les cas, Massamba Deba était un ancien président de la République. Hein, d'accord? Le peuple congolais, tous ceux qui veulent en savoir, ont le droit de poser la question où se trouve Massamba Deba aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et Sassou se doit de nous répondre. Il était le dernier à l'avoir vu. Donc avec Nsiba. Mais qu'ils nous disent pourquoi pour les simples lettres qu'ils ont interceptées, dont ils n'avaient pas le droit, pourquoi Massamba Deba n'est pas visible aujourd'hui? Telle est la question. Nous sommes là, ça fait bientôt une heure que nous sommes là, nous sommes presque arrivés au terme de l'émission. Mais avant de clôturer un peu, monsieur Maître, je voudrais savoir, que peut-on attendre de Maître Amédée Ganga? Que peut-on attendre de Maître Amédée Ganga? Peut-on attendre de lui, va-t-il créer une association, un parti politique, ou juste quelqu'un qui va rester au niveau de la partie civile? Que peut-on attendre de vous? Monsieur Eddy, je veux simplement que ceux qui veulent de la République, ceux qui ont perdu des êtres chers, pour ne citer que quelques-uns, qui Mboualankaya, qui Kadidi, Massamba Deba, qui a disparu, Cardinal, en dessous, tous ceux qui jusqu'aujourd'hui, malheureusement, payent le prix. D'accord? Nous devons interroger tout le CMP, Yomi compris. Nous devons interroger tous ces gens-là. Parce que la mort de Marien Ngouabi est centrale
sur la diabolisation et l'instrumentalisation du conflit Tout à fait. entre le Pôle et le Nord. Je veux que les populations du Nord demandent à leurs cadres qu'est-ce qui s'est véritablement passé à la mort de Marien Ngouabi. Pourquoi a-t-on imputé ça à Débat Congo? Est-ce que les règles de la République s'étaient-elles appliquées comme il se doit? Pour que ceux-ci sachent que, en fait, leurs propres enfants les mènent en bateau et qu'ils les ont menti et qu'ils ne doivent plus entendre le discours qui consiste à dire Soki Bakongo Bakamati, Bisso. Non. La République, je ne me bats que pour la République. Est-ce que j'ai un parti? Non. Je n'ai pas besoin d'avoir un parti. Ce n'est pas nécessaire. Mais mon seul parti à moi, c'est le peuple congolais. Est-ce que ce peuple-là va-t-il continuer à adhérer à la vilainie du crime? Ou bien ce peuple veut la République où l'on fait la promotion de ce que l'on appelle l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité par la loi et l'égalité devant la loi de tous les Congolais. Et ça, il n'y a que la République pour vous offrir ça, parce qu'on est gouverné par la loi. D'accord? Donc, si tu me permets, mon cher... Mais que peut-on attendre de vous? Est-ce qu'on peut attendre d'un parti, voilà, hein? Non, je suis à la disposition du peuple congolais. Voilà. Ok. Je suis à la disposition du peuple congolais. Donc vous n'avez pas d'ambition d'avoir un parti politique, une fondation, une association Non, je n'ai pas cette ambition-là. Si ceux-ci pensent que, à travers la République, à travers la force conviction qu'a Maître Ganga pour la République, parce que je sais où sont véritablement les points saillants, d'accord? S'ils veulent, eh bien moi je peux simplement montrer le chemin pour revenir à la République. Ce qu'il faut faire. D'accord? Mais pour cela, je ne peux que conclure par un certain nombre de questions que je mets à la disposition du peuple et des cadres qui veulent bien, aussi bien la diaspora que l'opposition, que ceux qui sont au Congo, qui veulent bien adhérer, j'allais dire, à la beauté de la justice. C'est-à-dire qu'un pays fondé sur la vérité au service de la liberté. Tout à fait. Alors, les questions, c'est lesquelles? Mais quelle est la place d'un criminel dans une république? La prison. Ah oui. Est-ce qu'un citoyen digne de ce nom peut-il se faire justice à lui-même contre les institutions de la République? Mais je ne pense pas qu'on ait des institutions chez nous. Hein. Je lis pas mal les choses. Mais les institutions, monsieur Edim, c'est la République de 92. Tout à fait, effectivement. Est-ce que monsieur Sassou, en tant que citoyen, puisqu'il a dit, on est venu soi-disant le réveiller, il a dit réveiller. Oui, il a dit ça, je dormais, on m'a réveillé. Je dormais. Dites-moi, est-ce qu'un citoyen digne de ce nom, il avait un sommeil léger, contre ses propres institutions, au point de demander des forces étrangères de venir tuer des Congolais? C'est ça, c'est effectivement ça. Ça, c'est la partie là que je n'arrive pas. J'attends le débat là-dessus. Je veux que les gens viennent débattre avec moi là-dessus. Tout à fait. Je pose encore la question. Est-il possible que dans une république, un citoyen digne de ce nom peut-il se faire justice contre ses propres institutions? C'est impossible. Ben voilà. Donc je le dis encore, on peut ne pas aimer l'Issouba. Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer les institutions de la République? Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer la République? Pas du tout. Aucun droit. Et bien voilà. Et la troisième, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Comment est-il possible qu'un petit nombre de minables criminels puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre? Comment c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Ah ça? Et comment est-ce possible que le plus grand nombre puisse accepter le plus grand mal contre des minables petites personnes? Ah ça, vous pesez vos mots, hein, maître? Mais oui, je les pèse parce que je sais de quoi je parle. Monsieur Eddy, je sais de quoi je parle. Ah oui, c'est des... Et j'attends qu'on vienne m'affronter sur ce terrain-là. Et donc, alors, la quatrième. 92%. Vous n'êtes bon qu'à être esclave de ces criminels? Aïe, 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 aïe. Tiens, les rois, hein. À partir de ce moment, à partir de ces questions-là, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut s'organiser pour que la République, je suis prêt à montrer le chemin, sans pour autant que j'ai une ambition personnelle. Ok.
Ça, c'est bien à savoir. Ma seule ambition, c'est le peuple qui doit recouvrer la République. Fondée sur la vérité au service de la liberté. Justement, sur ce topic-là, je pense que vous reviendrez ici dans l'émission nous parler un peu de la mochinie, le principe de la République qui a été voilà, saboté un peu, foulé aux pieds. Ok, monsieur le dit, mais en tout cas, si tel est le cas, vous pouvez prévoir qu'effectivement je reviendrai pour vous parler de la République, parce que ma seule passion c'est celle-là. Je me suis battu pour le procès, dans le procès Marian Ngouabi, je me suis battu pour que les règles de la République puissent s'appliquer. D'accord? Et partout où besoin en sera. Si les gens pensent, et moi je ne pense qu'à la République, si les gens pensent qu'il est possible qu'on puisse s'organiser pour que la République revienne, je suis tout là. Parce que tout devient possible avec la République, monsieur Eddy. Tout devient possible. Est-ce que vous voulez discuter, vous voulez faire un dialogue, la République vous en donne la possibilité. Est-ce que vous voulez une conférence nationale, la République vous en donnera la possibilité. Est-ce que vous voulez une modification des institutions au sein de la République vous donnera les possibilités. Parce qu'il s'agit d'un contrat social. N'oubliez pas ça. Tout à fait. Mais dites-moi, je voulais juste vous poser une autre question. Que pensez-vous de la position de la France dans le drame congolais? Par curiosité. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Si le peuple adhère à la vilainie du crime et accepte d'être esclave, la France ne fera rien pour vous. Commencez d'abord par montrer que vous êtes des citoyens dignes de ce nom. Et la victoire de la République sera la victoire de l'homme, donc du Congolais. En ce moment-là, je peux vous dire, je n'ai pas besoin de vous révéler ce qui peut se passer. Mais relevez-vous simplement en vous battant pour la République. Parce que la vraie bombe qui existe dans un pays, c'est le respect de la loi. Agrippez-vous à la loi, comme je vous ai dit. L'isonomie, c'est l'égalité de tous devant la loi. Soyons tous régis et égalisés par la loi, rien que la loi. Vous voyez, M. Eddy? Tout à fait, tout à fait. Parce que la loi, elle n'est pas tribale. Elle est impersonnelle, elle est générale. Vous avez elle peut connaître un certain nombre, j'allais dire, parfois d'inconséquences, mais on peut la réadapter, la reformer. La reformer, effectivement, oui. Nous devons nous battre pour que tout le temps, ce que nous voulons faire, soit pour le bien et donc pour le juste. Soyons justes. Est-ce que vous pouvez... La République, c'est une république des gens justes. Des gens intègres. Et si vous vous battez à n'accepter que la loi et à s'agripper à la loi, à la défendre même au prix de sa vie, la France ne fera plus rien contre vous. Tout à fait. Ok, on est d'accord avec ça. Bon, mais un petit mot pour monsieur le journaliste Azid Dominique, hein, qui vous a traité de tribal. Est-ce qu'il y a un petit mot à balancer là, juste comme ça, au cas où. Hein. Vous savez, ça c'est un raccourci. Ce qui manque d'arguments contre Maître Ganga, c'est tout ce qu'ils peuvent dire. Je n'ai aucune raison. Et ce type de raccourci, moi je sais qu'eux, ils ont élevé, ils ont mis en place des éléments de langage. Chaque fois qu'un originaire du pôle doit parler, il est tribaliste parce qu'il nous faut l'auto-culpabiliser. Mais moi je suis sorti de cette sphère-là. On ne peut pas m'auto-culpabiliser parce que je sais de quoi je parle. Tout à fait, tout à fait. Vous ne pouvez pas, moi qui suis victime, me traiter de tribaliste, et toi qui es bourreau, tu serais quoi alors? Mais bon... Et moi qui suis victime, en ma qualité simplement d'être Larry. Et toi qui es bourreau. Donc le bienfaiteur c'est le bourreau, et celui qui refuse... Apparemment c'est le monde à l'envers, hein, chez nous là-bas. Donc vous voyez, c'est le renversement des valeurs, parce que ces gens-là n'ont été simplement élevés. Et jusqu'à présent, que par le mensonge. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a toujours le renversement des valeurs chez eux. Ils ont même sacralisé le crime comme valeur. Vous vous rendez compte? Effectivement. Le crime comme valeur. Demandez à Azid Dominique qu'il vienne. Et puis de toute façon, moi je demande un débat face à face. Avec M. J'ai dit tout à l'heure que je suis prêt, moi, de descendre à Brazzaville. Ah, vous descendez quand même à Brazzaville. D'aller défendre la mémoire de Marian Ngouabi et de toutes les victimes subséquentes.
Maintenant, ceux qui veulent débattre avec moi, je les attends. Mais n'utilisez pas les armes. Si vous n'utilisez pas les armes, faisons le débat face à face. C'est pas évident avec vos conduits, hein? Eh oui. C'est pas évident avec Donc, s'ils ne sont pas capables d'affronter, que le peuple congolais prenne acte. Maître Ganga dit que je suis prêt à débattre, à faire la démonstration que ce régime-là, Sassou, est un criminel. Je le redis, haut et fort. Hein? Haut et fort. Et que des minables comme des présidents comme Yombi, qui n'ont pas été capables de taper sur la table pour dire que non, nous ne devons pas faire comme ça. Nous devons respecter la loi. Donc, vous pensez que c'était un président de façade ou... Mais c'est lui... Mais attends. Il était nul comme président. Comment pouvez-vous accepter d'être nommé président par un petit ministre criminel? Ah là là. Mais posez la question à Yombi. Est-ce qu'on devient président? Parce que vous savez, je vais vous dire, je crois que dans le monde entier, le seul moment où il y a un ministre, un petit ministre criminel, ah oui, un petit ministre. Président, c'est seulement au Congo. Jamais, un petit ministre. C'est seulement au Congo. Donc, vous voyez que la volonté de Sassou, à présent, nous a amené vers hors la loi. Nous avons toujours été hors la loi. Sassou amène tout le monde vers hors la loi. Et tout le monde le suit. Allez-y, le dialogue. Ah, on va aller chez Sassou. Mais c'était hors la loi. Dialogue des sourds. Mais c'est un hors la loi, M. Edim. Dialogue des sourds. Donc, hein? tous ceux qui sont d'accord avec les hors la loi, allez-y former votre république de hors la loi. Mais nous voulons une république juste, fondée sur la loi. Voilà. Alors, un dernier mot de la fin, parce qu'on est déjà dépassé les limites. Un dernier mot de la fin que pouvez-vous dire à tous ceux qui vous suivent, et tous ceux qui peuvent vous contacter, aller voir vos vidéos. Avez-vous disons, une adresse email ou... Oui, j'ai une adresse email, mais ça va être mis en place le moment venu. On vous informera, M. Edim, parce que comme vous avez une audience assez élevée, ben, on fera passer le message par vous, comme ça ceux qui voudront me contacter pourront le faire. Hein? Tout à fait. Voilà. Alors, un dernier mot de la fin pour les Congolais. Vous parlez quelle langue pour ceux qui nous suivent, tout ça là, vous parlez quelle langue au Congo, hein? On est quand même des Congolais. Je parle l'Ari, je parle Lingala, Munukutuba, bon, le Kamba pas trop, mais bon, le Dondo aussi, hein? Mais je n'articule pas vraiment avec, parce que vous savez, je suis né en Kaï, je suis un originaire de la Bouinza. Ok. Tout à fait. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Maître Amédée. D'ici là, je prends l'antenne à partir d'ici. Je vais juste montrer un peu des conférences que vous avez à faire dans la zone de Paris. Je vais me guider un peu aux internautes. Comme ça, ils pourront aller voir ça. Donc, je reprends l'antenne à partir d'ici. C'est moi. N'oubliez pas que vous êtes le bienvenu. Hein, ici, c'est chez vous. Merci beaucoup, M. Edim. Merci beaucoup. C'est moi.